Allez, on est parti pour le point actu hardware du jour. Aujourd'hui, jeudi 17 juin 2021. Au programme, des petites annonces jeux vidéo avec d'abord des démos sur Steam. Plein de démos même. Et ensuite, les infos sur Pokémon Unite qui étaient promises pour aujourd'hui. On en a parlé hier. Et on a des dates annoncées sur différentes plateformes, uniquement les plateformes mobiles, comme on s'y attendait. On parlera aussi très rapidement de Windows 11 qui a leaké, on sait. Pas parler de ce qu'il y a dedans, on va quand même attendre bien gentiment l'annonce de Microsoft, mais on va parler du passage d'une ancienne version de Windows à Windows 11 et c'est plutôt rassurant. On va parler cybersécurité aussi un petit peu rapidement avec des études qui montrent que l'avènement du télétravail et voilà, ce passage aussi un peu précipité à des méthodes de télétravail qui sont soit nouvelles, soit qui n'étaient pas étendues à ce point, euh, ont créé des failles, des problèmes et beaucoup de systèmes non sécurisés, donc de potentiels points faibles. Et du coup, c'est assez compliqué, surtout qu'on n'a pas vraiment de solution pour contrer ça. On en parlera un petit peu, mais pas vraiment de solution. On parlera aussi de la 6G, alors que la 5G s'installe tout juste dans notre pays. Samsung y teste déjà la 6G avec des promesses assez incroyables, des premiers tests. Ils sont encore loin d'aller jusqu'aux promesses, mais voilà, hein, sur le papier c'est assez incroyable. C'est pas encore pour nous, ça mettra du temps, un petit peu forcément, on est tout juste en train d'installer la 5G. Mais la différence, elle est quand même assez insensée. On parlera ensuite d'écran avec d'abord un écran que tout le monde rêverait d'avoir, un écran 8K de plus de 3 mètres de diagonale. Donc voilà, un écran qui fait rêver beaucoup de gens, plus destiné à un milieu professionnel forcément. Honnêtement, qui n'aimerait pas avoir ce genre d'écran? Encore faut-il avoir la place et le mur assez grand, le recul nécessaire pour un écran de 3 mètres, mais bon, sinon, ça régale plutôt pas mal. Et ensuite, on parlera d'un écran que vous pouvez plus acheter, un écran qui est à un prix plutôt très correct, un écran qui fait assez peu de compromis, même si on vise pas le haut de gamme premium, surtout en termes de finition et de matériaux. On est sur quelque chose avec des caractéristiques quand même assez sympa pour un prix très correct. Un peu dans le même type que celui qu'on a vu hier, mais pour encore moins cher. Donc ça peut être plutôt intéressant. On passera ensuite à la fin aux cartes graphiques et pas mal de trucs à dire sur les cartes graphiques. On commencera d'abord par un test d'un PC portable équipé d'une 3050 mobile, des seuls 3050 sortis jusqu'à maintenant. Une 3050 et pas une 3050 Ti, hein, attention. La vraie première gamme de ces séries 30 pour le mobile pour l'instant uniquement. Et voilà, hein, c'est de l'entrée de gamme, c'est plutôt correct hein, pour de l'entrée de gamme. Après, effectivement, si vous êtes à la recherche de performance, ce n'est peut-être pas le matériel le plus destiné à vous. Mais c'est quand même assez prometteur, encore une fois, on est sur la version mobile, j'attends avec impatience la version de bureau pour voir ce qu'elle peut vraiment fournir comme performance si elle n'est pas bridée par des contraintes de chauffe et d'alimentation. Ensuite, on aura un petit tour par le FSR, le Fidelity FX Super Résolution d'AMD, le concurrent du DLSS et des annonces. On a déjà eu la date de lancement, on a l'annonce des jeux qui sont compatibles au lancement et des jeux qui devraient être compatibles rapidement par la suite. Et encore une autre info qui est encore plus intéressante, on a les studios et les moteurs graphiques qui vont prendre en charge ce FSR et il y en a pour le coup pas mal et notamment des gros studios, donc ça devrait permettre de le démocratiser très rapidement. On s'en doutait vu que le monde des consoles a un vrai intérêt à démocratiser cette solution logicielle.
On savait que les gens allaient s'y intéresser. On attend encore Nvidia qui déclare officiellement s'intéresser pour ces cartes GTX qui n'ont pas le droit au DLSS, vu que le DLSS repose sur des cœurs dédiés qui sont présents uniquement sur les gammes RTX. Et on finira avec des stats intéressants. D'abord les stats que j'évoquais hier pendant ma Cup of the Day de Trackmania, les stats des pourcentages de cartes graphiques qui ont été vendus pour miner de la crypto-monnaie. Alors bien sûr, on imagine que ces stats sont quand même pas sans faille, vu qu'il y a uniquement voilà, le marché légal et professionnel de comptabiliser dedans. Mais ça donne une idée, et honnêtement on est loin, vraiment très loin de ce que la plupart des gens pensent, moi y compris. J'ai été assez surpris de ces stats. Et ensuite, petite stat qui montre le début de la baisse des prix des cartes graphiques. On aurait atteint le pic, le sommet de la hausse des prix des cartes graphiques. Donc peut-être des beaux jours à venir, on espère. En tout cas, on finira par les prix et les stocks, et on verra que il y a des petits trucs un peu mieux qu'avant. Alors on n'est pas encore dans la révolution et le retour à la normale, loin de là, malheureusement. Mais il y a un début de mieux, et c'est déjà pas mal. Vraiment, vu ce qui se passait jusqu'à maintenant, c'est déjà un début de mieux. Ça nous fait beaucoup de bien. Du coup, un programme plutôt chargé que j'ai mis un peu de temps à vous donner, mais on va essayer de pas trop traîner, parce qu'on est un peu en retard. Dur d'être un peu en retard. Il faut quand même penser à s'hydrater, hein. C'est pas parce qu'il fait moins chaud qu'on arrête de s'hydrater. Allez, on commence par le jeu vidéo, et d'abord l'annonce de Steam, la Steam NeoFest, des centaines de démos pendant une semaine. C'est lié à l'E3 qui devait être à la base l'E3 expérience, hein, et du coup on s'attendait, d'habitude l'E3, les gens qui sont en physique à l'E3 ont la possibilité de tester des jeux en avant-première, des démos, voilà, ce genre de truc. C'est aussi à ça que sert l'E3. Et là, du coup, édition virtuelle, il y avait une espèce de promesse d'accessibilité à des tests, des démos, machin, ce qui n'a pas été totalement pris en compte par tous les développeurs. Certains ont joué le jeu, notamment Microsoft, qui eux a lâché des démos un peu partout suite à sa conférence. Steam un petit peu aussi, mais c'était pas en masse non plus. Ici on a vraiment visiblement des centaines de démos à tester, avec des petits jeux indépendants, mais pas que. À vous d'aller voir, d'aller fouiller un peu dans le catalogue des démos, et de trouver la pépite, ou alors faire un tour sur les streams des gens qui essayent ces démos, parce qu'il y a sûrement des pépites dans l'eau. Croyez-moi, plus d'une centaine de démos, il y a sûrement des pépites dans l'eau, des trucs un peu sous-estimés, et c'est gratuit vu que c'est des démos, et ça régale aussi. Donc c'est cool de jouer le jeu, et du coup de permettre à tous les gens un peu fans de jeux vidéo de pouvoir tester des trucs, voir ce qui sortira dans le futur, voir aussi tester des trucs qui n'ont pas trop de visibilité et tout. C'est aussi parfois que l'intérêt de ce genre de grand salon, qui permet de mettre un peu en lumière c'est un peu aussi une question de chance, mais parfois mettre en lumière des plus petits studios, des plus petites équipes, et c'est cool. Donc allez faire un tour si vous avez du temps. Vous trouverez probablement des petits jeux à tester, des petites démos sympas, et peut-être même trouver les futurs best-sellers des années à venir. Peut-être, on ne sait pas. En tout cas, c'est bien de jouer le jeu, et les petites démos. C'est vrai que ça fait un peu temps passé, les démos. C'est plus trop d'actualité. Maintenant, on est plus dans des trucs de type bêta qu'on appelle plus des démos, mais qui en fait sont des démos aussi. Donc c'est vrai que c'est pas totalement vrai ce que je dis. On continue avec la deuxième annonce jeu vidéo, Pokémon Unite, le MOBA sauce Pokémon, qui
Voilà, on nous avait promis plus d'informations aujourd'hui, on les a enfin, on a les dates. Il arrive en juillet sur la Switch et un peu plus tard à la rentrée, on nous dit en septembre sur iOS et Android, les plateformes, les plus grosses plateformes mobiles. Euh, Comme attendu, plateforme mobile uniquement, d'abord la Switch, petit, petit poignée de main entre The Pokémon Company et Nintendo, hein, normal, la classique, et ensuite un peu pour tout le monde, donc les gens qui ont un smartphone, donc un peu tout le monde. Est-ce que j'ai envie de le tester? Oui, j'ai envie de le tester, clairement. Je suis un joueur de MOBA, j'ai beaucoup joué à League of Legends, donc j'ai envie de voir ce que ça donne un MOBA sauce Pokémon. J'ai aussi beaucoup regardé Pokémon quand j'étais jeune. Euh, donc voilà, hein, j'ai aussi joué à Pokémon sur Game Boy Advance. Euh, donc voilà. Euh, donc j'essaierai après. Est-ce que j'ai vraiment envie d'y jouer de manière sérieuse? Peut-être pas. Mais j'ai absolument envie de tester ce gameplay. Un gameplay qui est du coup tout public, où on ne tue pas vraiment les gens, ce genre de truc. Une bonne ouverture sur l'univers du MOBA pour tout le monde, pour tous les âges, et j'imagine aussi un mode de jeu beaucoup plus simple que la plupart des autres MOBA. MOBA qui est quand même un style de jeu qui est un peu complexe et voilà, qui demande de, de jouer et de comprendre le fonctionnement et toutes les diverses mécaniques des MOBA. Ça demande en général de faire pas mal de choses à la fois et c'est un peu ce qui est compliqué. Donc honnêtement, moi je trouve ça cool et encore une fois, ça peut que permettre de démocratiser un style qui est tout de même pas très accessible. Moi j'avoue que j'adore ça, je regarde par exemple beaucoup de compétitions de League of Legends, notamment la LFL avec la K-Corp qui nous fait vibrer. Et je comprends, j'adore regarder, mais je comprends et je conçois que pour quelqu'un qui n'a pas joué au jeu, ça peut être très compliqué de comprendre ce qui se passe à l'écran, de comprendre les mécaniques en jeu. Et, euh, et ça peut, du coup, ce genre de jeu qui est vraiment simplifié, peut permettre à certaines personnes de se lancer dans l'univers des MOBA et du coup découvrir des jeux en général compétitifs avec de l'enjeu et de la pression qu'on adore. Donc je testerai sur plateforme mobile, j'ai pas de Switch, donc téléphone, quand ça sortira. Si mon téléphone veut bien que je l'installe. C'est pas évident ça. On continue avec Windows 11. On va pas reprendre les fuites. Vous savez, il y a une préversion qui a fuité, qui a été disponible pendant un moment, qui doit sûrement être encore disponible si vous vous tapez les bons mots-clés et que vous êtes un peu malin. Google est votre ami si vous voulez tester. Si vous voulez tester, je vous conseille quand même grandement de le faire sur une machine où il n'y a rien à perdre, ou encore mieux, une machine virtuelle. Comme ça, on est tranquille, pas de problème. Et parce que pas sûr, honnêtement, je sais pas quoi vous dire de la stabilité de ces préversions, on ne sait jamais. Euh, Mieux vaut être prudent. Ce qu'on va aborder aujourd'hui n'a rien à voir avec le design, les nouveautés ou quoi que ce soit. On va juste dire, et ça c'est cool, que selon les informations obtenues grâce à ces préversions, il semblerait que le passage de Windows 7 à Windows 11 devrait rester gratuit. Windows 7 ou plus proche, du coup. Donc Windows 7, Windows 8, 8.1 et Windows 10 pour passer en 11 serait gratuit. Et ça, c'est cool. C'est quand même vraiment sympa. On sait, hein, ça n'a pas toujours été le cas. On sait que Microsoft a parfois un peu abusé de, euh, de ses OS en demandant de racheter des OS à chaque fois. Ce n'est plus le cas maintenant et on en est très content. Ça permettra à tout le monde de rester à jour et aussi euh, d'avoir les derniers, bon, peut-être pas dans les premières versions, mais après d'avoir les derniers systèmes de sécurité et de protection qui vont aussi avec les mises à jour des OS. Hein, on corrige les failles et on essaye de ne pas en créer des nouvelles. On essaye. Euh, donc j'aime bien cette idée d'accessibilité, même si vous ne voulez pas payer, et du coup sans payer, on pourra
en parler un peu plus longuement à partir du 24 juin où Microsoft devrait annoncer officiellement son nouvel OS, les nouveautés, les trucs qu'il veut mettre en avant et ensuite j'imagine par la suite le début des premières versions accessibles, pas pour tout le monde j'imagine dans un premier temps, mais avec beaucoup de retours et aussi potentiellement les problèmes qu'on peut avoir. Parce que là pour l'instant, déjà très peu de gens mettent la main dessus en vrai. Ensuite, très peu de gens vont jusqu'à le tester réellement dans son intégralité, ce système. Et du coup, on n'a qu'un retour plutôt sur les nouveautés et les changements que sur l'utilisation réelle de ce système et les problèmes potentiels aussi des nouveautés. Donc on attendra un peu pour en dire d'autres choses, mais j'aime beaucoup ce souci d'accessibilité. Merci à vous Microsoft. On n'avait clairement pas envie de payer pour une mise à niveau vers le nouvel OS et encore moins de racheter un nouvel OS. Donc merci à vous, ça fait plaisir. On continue sur la cybersécurité et je ne vais pas vous lire toute la news parce que c'est un peu long et un peu compliqué. Mais voilà, il y a eu des études. Vous savez qu'il y a eu une pandémie qui a poussé la plupart des entreprises à passer au télétravail lorsque c'est possible. Hein, il y a des domaines où on ne peut pas, hein, clairement. Vous ne pouvez pas faire demander aux agents de ligne de production de le faire depuis chez eux. Ce n'est pas possible. Mais pour plein de domaines, on a pu trouver des moyens, soit en faisant une extension des moyens déjà utilisés pour les accès à distance, soit en créant totalement des solutions pour pouvoir télétravailler. Ça a du coup développé un maximum de solutions au sein des entreprises, des solutions qui ont été parfois créées un peu à la va-vite et parfois pas forcément par des professionnels, ce qui entraîne potentiellement des vulnérabilités dans ces solutions et du coup voilà ils ont repéré que alors c'est vraiment énorme en termes de chiffres si je les retrouve bien sûr. Donc en moyenne les très grandes entreprises ont 468 serveurs exposés à des potentielles vulnérabilités. Ils ont fait une analyse sur 1500 entreprises, ce qui n'est pas si énorme que ça. Alors c'est plutôt des grosses entreprises avec des vrais gros systèmes informatiques, hein, bien sûr. Ils ont trouvé un peu moins de 400 000 serveurs exposés sur 1500 entreprises, quasiment 215 000 ports exposés et plus de 60 000 instances de cloud exposées. Donc voilà, ça donne une moyenne de 468 serveurs exposés et 209 à risque pour les grandes entreprises, sans compter toutes les petites entreprises, sachant que les grandes entreprises ont quand même en général des services informatiques avec des gens qui sont censés être formés pour mettre en place ce genre de système tout en maintenant un système sécurisé, en tout cas au maximum avec les moyens qu'ils ont. C'est aussi ça, hein, ça demande des moyens humains et financiers de mettre en place des systèmes sécurisés. Et aussi humains parce qu'il faut avoir certaines connaissances pour bien le faire. Non, désolé. Clairement pas. Voilà, je pense que tu devrais plutôt t'excuser. Voilà. Parce que ce genre de blague, c'est nul. En fait, je sais lire. Dommage pour toi. Du coup, voilà, hein, si vous êtes hacker, ça peut vous donner des idées. Si vous travaillez dans un service informatique de grande entreprise, ça peut aussi vous donner des idées. Il faut savoir que ça va être un des gros problèmes à venir. La cybersécurité, on sait que de base, les systèmes ne sont pas sécurisés. On fait juste en sorte, enfin, ils ne sont pas sécurisés à 100%. On fait juste en sorte qu'ils soient plus compliqués à pirater que ce qui renferme. Donc on met juste un degré de pénibilité accru pour ne pas avoir de problème. Mais rien n'est vraiment sécurisé à 100%. Et ça c'est dommage. Peut-être qu'un jour ça arrivera, même si en vrai c'est quand même peu probable.
c'est quand même peu probable de se dire qu'un jour quelque chose sera sécurisé à 100%. Le seul moyen de sécuriser quelque chose, c'est de le mettre en boucle fermée. Et du coup, il faudra être physiquement, avoir accès physiquement au système pour s'y introduire, ce qui devient peut-être plus compliqué. En tout cas, voilà. Si, si vous êtes dans la sécurité informatique, sachez que vous allez avoir du boulot. On continue avec la 6G. La 6G qui paraît forcément très lointaine hein, chez nous, vu qu'on est juste encore au début de l'installation de la 5G, clairement pas disponible partout et clairement pas pour tout le monde. Mais on fait quand même des tests sur le futur, forcément. Et Samsung, hein, toujours à la pointe des réseaux de télécommunications, eux, ils testent déjà. Ils sont déjà en train de checker avec des universités et des chercheurs dans ces domaines-là pour mettre au point la technologie du futur. Ils espèrent que ce soit opérationnel dès 2028. Ça le sera peut-être, mais clairement pas partout. Clairement pas. Le débit visé, il est juste incroyable. On parle de 1000 gigabits seconde. Euh, J'ai pas trop de comparaison à faire avec 1000 gigabits seconde, vu que nos connexions fibre en général sont du 1 gigabit seconde. Là, c'est x 1000 quoi. Ça va toujours plus vite. Changement de technique, changement de gamme de fréquence, on rentre dans la gamme du terahertz. Et pour l'instant, effectivement, on fait des tests, mais on est encore très loin d'atteindre ces fameux 1000 gigabits seconde. Samsung a commencé à travailler dessus en 2019. Imaginez, en 2019, ils travaillaient déjà sur la 6G, alors que chez nous, on était encore loin de mettre en place la 5G. Donc clairement, ils sont en avance et ils profitent aussi de leur implantation massive en Corée du Sud pour mettre en place des réseaux à grande échelle et justement faire leurs tests un peu à échelle humaine grâce à la Corée. Donc bravo à eux, ils sont trop forts en Corée. Du coup, les résultats des premiers tests réussis qui ont été faits en collaboration avec l'Université de Californie à Santa Barbara, aux États-Unis bien sûr, ils ont réussi à atteindre un débit de 6, je sais plus combien, j'ai oublié encore, c'est où 6,2 gigabits seconde, donc voilà, loin des 1000, mais c'est déjà pas mal, c'est déjà mieux que ce que fait les générations précédentes. Mais bon, on est sur des tests un peu style laboratoire, même si là c'est pas en laboratoire parce que c'est quand même sur une distance de 15 mètres. Mais bon, c'est mis dans les meilleures conditions possibles avec du matériel de pointe, donc pas vraiment représentatif de ce que pourra être le matériel grand public. Néanmoins, ça avance. Et vous voyez, on n'est même pas encore tous rendus à la 5G. On peut soit ni pas la capter, soit ni avoir le matériel compatible. Et il faut aussi changer de forfait. Et on est déjà en train de faire des tests sur le terrain pour la génération d'après. C'est quand même assez incroyable à quel point ça va vite. Après, il y a une histoire de... Tout le monde ne va pas à la même vitesse sur le réseau mobile. Il y a des pays où, par exemple, la 5G est déjà très implantée, où c'est le réseau majoritaire. Tout dépend aussi du pays. Hein. Il y a des pays qui sont, par exemple, la Corée du Sud, c'est un petit pays, donc c'est plus simple de implanter un réseau pour un petit pays que, par exemple, pour les États-Unis, qui est quand même un très grand pays, un très grand territoire à couvrir, ce qui impose des contraintes supplémentaires. On voit pas trop encore à quoi ça peut servir d'avoir des débits aussi grands. Samsung, ils sont un peu trop dans le turfu parce qu'ils nous parlent d'hologramme. Voilà. Ils parlent d'hologramme haute résolution. Du coup, il faudra un débit de fou. Honnêtement, les hologrammes, pas méga convaincu. Pas méga convaincu. Hop, j'ai pris le temps de faire ça. Let's go.
On passe aux écrans rapidement. Premier écran, un écran que tout le monde rêverait d'avoir, mais que assez peu de gens peuvent se payer, honnêtement. On est chez Sharp qui nous propose ici un écran, un téléviseur, pas un écran, un téléviseur 8K. 8K, c'est la résolution. La taille, seulement 120 pouces, seulement. Ça fait, ça donne plus de 3 mètres de diagonale avec nos unités à nous, parce que les pouces, hein, c'est bon. Bien sûr, destiné plutôt à un usage professionnel. Assez incroyable ces pieds là, c'est assez marrant. On est sur de l'ultra haut de gamme, hein, clairement. 8K, on fait pas vraiment au-dessus à l'heure actuelle, on peut théoriquement, mais on fait pas vraiment au-dessus. 3 mètres, voilà, hein, pareil, on peut toujours aller au-dessus, mais 3 mètres c'est quand même très très grand. Plus réservé aux professionnels, malheureusement, en même temps, on n'a pas le prix, on veut pas l'avoir, on veut pas l'avoir le prix, mais il doit coûter sacrément cher, malheureusement. Euh, il a plein de connectiques, il a 5 prises HDMI, 4 HDMI 2.0, 1 HDMI 2. Voilà, si jamais vous voulez bénéficier de la connectique optimale pour les consoles. S'il y a des gens qui ont la chance de jouer à des consoles next-gen sur cet écran, la chance. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire à part qu'il est incroyable et que personne peut l'acheter? Je ne sais pas. Ah si, il est 120 Hz aussi, au cas où. Si on veut, hein, il vaut mieux. Vaut mieux petit 120 Hz pour un peu de gaming, avec une fluidité maximale. Honnêtement, j'aurais bien aimé avoir quand même une idée du prix, hein, une échelle de grandeur. Je me rends pas compte du prix que ça peut coûter. Je sais que ça sera astronomique, mais je me rends pas compte. On parle du plus grand écran LCD 8K au monde, hein. On n'est pas sur n'importe quel matériel. Donc assez fou. Sharp qui fait moins parler d'eux qu'avant, qui est un peu passé derrière. Ça reste un grand nom de l'écran. Et des gens qui, fut un temps, étaient en avance, en tout cas étaient les plus réputés pour les écrans grande taille. Je ne sais pas si c'est encore le cas, mais voilà, ça reste des boss dans leur domaine et ils font encore des écrans qui font rêver. Mais vraiment curieux de savoir le prix que ça peut coûter. Si on parle de milliers d'euros ou de dizaines de milliers d'euros ou de centaines de milliers d'euros, aucune idée. Très curieux. Un jour, on saura peut-être. On passe à un écran qui peut plus vous intéresser parce qu'il y a plus moyen que vous puissiez l'acheter, plus dans un budget raisonnable. Un écran Acer, écran plus orienté gaming, mais au final, ouais, aussi quand même plus orienté gaming. 27 pouces, incurvé, 165 Hz, 1440p. Donc on est sur un écran qui fait assez peu de compromis. On a une résolution élevée sans aller toucher la 4K qui est toujours un peu trop gourmande malheureusement. On a les 165 Hz qui représentent 144 Hz overclockés. Donc ça peut aller jusqu'à 165 pour du gaming avec une fluidité accrue. On n'est pas dans le maximal. Il y a des écrans qui vont chercher au-dessus, mais rarement en 1440p. Et on est à un prix assez doux tout de même pour cet écran qui coûte 250 € et un peu moins pour les abonnés Cdiscount à volonté qui bénéficient d'une réduction visiblement, ce qui descend à 230, 260 en temps norme, enfin pour tous les gens et 230 pour les abonnés Cdiscount à volonté. Honnêtement, si vous cherchez un écran très haut de gamme, c'est peut-être pas fait pour vous. On est quand même sur du milieu entrée de gamme pour des objets qui sont quand même déjà un peu premium. On n'est pas sur du Full HD tout classique. On va chercher une résolution supérieure, un bon rafraîchissement, mais on reste sur une finition plutôt sobre, un arrière qu'on voit ici assez simple, plastique noir, tout ça. Il n'est pas réglable en hauteur. Vous voyez, il a un pied très standard. Mais par contre, il a un prix très doux. 260 € pour du 27 pouces, 165 Hz, 1440p. C'est cool et 230 encore mieux. Vous pouvez trouver mieux, vous pouvez trouver plus beau. Après, pour ce prix-là, c'est quand même plutôt très attractif.
Il faut savoir ce que vous recherchez comme produit. On passe aux cartes graphiques. Plutôt intéressantes, les news cartes graphiques aujourd'hui. On commence avec la 3050. La 3050 qui est uniquement disponible sur PC portable à l'heure actuelle. Bon, ici, on prend un exemple qui est peut-être pas le meilleur des exemples, parce que du coup, on a la 3050 qui est la carte graphique série 30 qui fait vraiment l'entrée de gamme. On est vraiment sur le tout début des cartes graphiques gaming. Et on est quand même sur un modèle qui vaut 1400 €. Voilà. Donc 1400 €, c'est cher. C'est cher. Je m'attends à avoir mieux qu'une 3050 pour 1400 €. Pourquoi il coûte si cher? C'est parce qu'on a un Core i7 dernière génération qui lui du coup vaut cher et qui va apporter des performances, oui. Après, pour du jeu vidéo, avoir un i7 on s'en fiche un peu, un i5 fait très bien l'affaire et voilà, vous allez plus être capé par votre 3050 que par votre processeur ici. Et en vrai, même si vous avez un i5, vous avez quand même des chances d'être plus capé par votre 3050 que par votre processeur. Donc si vous voulez vraiment juste faire du gaming, oubliez le Core i7 et prenez un peu moins bien pour avoir un PC un peu moins cher, ou alors prenez un Core i5 et mettez mieux qu'une 3050. Voilà. Et je précise, on parle de la 3050 et pas de la 3050 Ti, qui est censée être 20% plus puissante que la 3050. Du coup, la 3050 est vendue pour faire du gaming Full HD. Et uniquement Full HD, les résolutions supérieures, c'est pas pour cette carte. On a petit test d'abord avec un indice de performance des cartes graphiques. On compare ici du coup la 3050 qui est ici sur notre modèle qui obtient 93. Ici la 3060, on est sur des cartes uniquement mobiles qui obtient 124. Donc on voit quand même que la 3060 est bien au-dessus, ce qui est normal, c'est la gamme d'au-dessus. On compare aussi à la 1650 Ti qui est du coup la génération d'avant en format plus parce que Ti qui est en dessous à 79. On a la 3070 qui est bien sûr largement au-dessus parce que c'est encore plus haut de gamme. Et on a aussi une partie graphique intégrée qui du coup a un résultat qui est divisé par 2 par rapport à la 3050. Vous voyez la différence, plutôt ça qu'il faut comparer ça et la 1650 Ti. On voit que par rapport à la 1650 Ti qui est la génération d'avant, on a un gain significatif mais pas non plus extravagant. Par rapport à une partie graphique intégrée, en termes de performance, on fait x2. Tout de même. Ensuite, dans les jeux, qu'est-ce que ça donne réellement? Là aussi, c'est assez intéressant. On a du coup plusieurs jeux. On a Overwatch qui est testé, on obtient 269 images par seconde. Il est testé avec des graphismes bas, à noter tout de même. Diablo 3 qui s'en sort très bien, mais pour des jeux un peu plus récents et un peu plus demandeurs en performance, c'est un peu plus compliqué. On rappelle qu'on est en Full HD. Assassin's Creed Odyssey, on est à 42, ce qui est quand même assez limite. Far Cry 5, ça va, 74. WRC 8, 69. Monster Hunter World 58, on est légèrement en dessous la barre des 60, qui est en général quand même la barre importante. Et The Witcher 3 qui fait seulement 54. Donc vous voyez, il faudra, si vous voulez avoir une expérience fluide sur des jeux qui sont un peu demandeurs en performance et qui ont des beaux graphismes, il faudra jouer un peu sur les contrôles des graphismes et baisser un peu la qualité si vous voulez avoir une expérience totalement fluide au-dessus des 60 images par seconde. Sinon, ça jonglera entre 30 et 60 et vous pourrez avoir quelques impressions de ralentissement. Dernier point qui est assez intéressant sur ces 30-50, c'est des séries 30. Elles sont du coup toutes RTX et c'est les premières RTX en 50. Jusqu'à maintenant, les premières RTX, c'était les 2060, c'était les moins chers, et on était sur des gammes supérieures et donc des prix supérieurs. Est-ce qu'on a un vrai intérêt à avoir du RTX? Alors, côté ray tracing, non. Ces cartes-là ne sont pas faites pour faire tourner du jeu avec ray tracing en réalité, même si grâce au DLSS, on peut aller grappiller un peu de perf et du coup, par exemple sur Control qui est un cas assez incroyable, on arrive à doubler le nombre d'images par seconde avec ray tracing en activant le DLSS. Mais sinon, pour le ray tracing, c'est quand même pas fou. Par contre,
par contre, on se rend compte qu'on peut afficher du Full HD aidé par du DLSS. Et là, on se rend compte qu'on arrive à grappiller aussi des performances sur des jeux où parfois on n'arrive pas à atteindre les 60 images par seconde. Et bah, on arrive à les atteindre ou les dépasser. Encore une fois, Control, qui est un jeu pas mal optimisé pour le DLSS, on passe de 43 images par seconde, ce qui est en dessous des 60 qu'on aime avoir, à 70 en activant le DLSS. Donc on passe au-dessus des 60 et là, on a une expérience avec 70 images par seconde constant, on a une expérience fluide sans impression de ralentissement. Donc en vrai, il y a des intérêts clairement à avoir du RTX, mais la partie ray tracing, c'est trop gourmand en énergie, en performance. Le ray tracing, vraiment, il faut aller sur des cartes un peu plus haut de gamme pour vraiment bénéficier du ray tracing avec une expérience de jeu fluide. Qu'est-ce que du coup voilà, ça fait un petit test de cette 3050 qui est correct, qui est pas non plus incroyable. Je m'attendais à un peu mieux en termes de performance. Ça va encore dépendre. De toute façon, ça dépend toujours des jeux et de l'optimisation des jeux. J'attends aussi pas mal du DLSS. Le DLSS qui va quand même permettre d'avoir une expérience fluide dans des jeux où à la base ce n'est pas possible. Et ça, c'est quand même un gros plus. Il faut encore que les jeux soient compatibles DLSS et soient bien optimisés pour avoir un vrai gain de performance. Mais c'est plutôt sympa. Après, honnêtement, pas dans ce modèle-là. Ce modèle de PC portable, là, le MSI Katana. En tout cas, pas cette config-là, pas un i7 et une 3050. Je trouve ça horrible. Ne faites pas ça. Faites quelque chose d'équilibré. Après, vous pouvez faire ça si c'est un ordinateur professionnel à la base, mais dans ces cas-là, peut-être pas trop besoin d'une 3050. Tout dépend de votre métier. Mais je trouve cette config pas du tout équilibrée. Mettre un i7 et une 3050. J'ai un peu du mal, au moins une 3050 Ti s'il vous plaît, qui du coup est censé avoir 20% de performance en plus. 20% c'est beaucoup, 20% c'est beaucoup. À voir si réellement elle répond aux attentes. Mais, c'est plutôt correct, encore une fois, comme carte graphique, mais ce modèle-là, pas trop. On passe au FSR, le Fidelity FX Super Résolution, qui devrait bientôt sortir. On est sur le 22, j'ai oublié la date, let's go. On ne dit pas la date, si, le 22 juin, c'est tout à fait ça. Et on nous annonce les premiers jeux qui seront compatibles Day One de la sortie du FSR, avec une liste plutôt courte, hein. Tout de même, on a seulement 7 titres, et peut-être pas les titres les plus connus et les plus joués. On a 22 Racing Series, j'imagine que c'est 22, mais je connais pas. On a Anno 1800, on a Evil Genius 2, Godfall, King Shunt, Terminator Resistance et The Rift Breaker, qui seront compatibles Day One avec le FSR. Et ensuite arriveront 12 autres jeux que je ne connais pas tous d'ailleurs non plus. Asterigos, Baldur's Gate 3, Dota 2, Edge of Eternity, Far Cry 6, Farming Simulator 22, Forspoken, Myst, Necromunda, Hired Gun, Resident Evil Village, Swordsman Remake, Vampire the Masquerade Blood Hunt. Ça, en vrai, on s'en fiche un peu. Réellement, ça fait très peu de jeux et très peu de titres, avec certains titres assez connus, d'autres beaucoup moins. Mais ce qui est très intéressant, c'est ça. Ce tableau qui représente des studios de développement où parfois même on peut voir des noms de moteurs graphiques, ici le Frostbite par exemple, qui prendront en charge dans le futur le FSR. Et on voit que là par contre, contrairement au nom des jeux, on a beaucoup de gens, on a 44 noms avec certains gros studios. On a par exemple Ubisoft, on a Capcom, enfin voilà, on a Valve, on a le moteur Unity, on a plein de trucs et vraiment des gens qui pèsent dans le game. Et ça fait vraiment très plaisir parce que du coup, ça montre l'intérêt de tout le milieu pour cette solution. Et ça veut dire qu'ils vont investir dedans, ils vont rendre les jeux compatibles, ce qui va permettre de démocratiser le FSR. Et du coup, vu que le FSR a un côté un peu compatible avec tout et n'importe quoi,
normalement, ça devrait permettre à plein de gens d'en bénéficier sur plein de supports différents. On sait que, bon, d'un premier temps, c'est poussé par AMD forcément, parce qu'il sort pour son matériel, mais c'est aussi beaucoup poussé par le monde et l'univers du jeu console, vu que les nouvelles consoles ont du matériel AMD, et voient avec grand intérêt ce qu'ils pourraient en faire sur les consoles pour permettre d'avoir, par exemple, un affichage du ray tracing beau sans que ça vous bouffe votre framerate, des trucs dans le genre. C'est très intéressant, j'en attends beaucoup, et aussi j'attends, moi, n'ayant ni une carte RTX ni une carte AMD, j'attends l'annonce d'NVIDIA sur un travail pour rendre compatibles les cartes GTX avec le FSR. C'est quand même quelque chose que beaucoup de gens attendent, ce qui permettrait aux gens qui ont des cartes un peu plus anciennes ou un peu moins haut de gamme d'avoir un espèce d'équivalent un peu moins performant du DLSS, vu qu'on n'a pas des cartes RTX. Vraiment, c'est quelque chose beaucoup, j'attends beaucoup du FSR, mais beaucoup de gens en attendent beaucoup, et j'imagine qu'il y aura aussi des déçus, et j'attends aussi surtout de savoir ce que ça apporte réellement, au-delà de ce qu'a montré AMD lors de sa conférence. On sait que lors des conférences, on montre quand même des choses qui nous mettent en valeur, donc à voir ce que ça donne réellement sur plusieurs jeux qui ne sont pas forcément allés optimiser pour. Donc il faut voir, il faut attendre. Le 22 juin, c'est bientôt, et on en saura sûrement plus à ce moment-là. Hop, on passe sur une étude qui est assez intéressante. J'ai vu ça passer hier et j'ai décidé de ne pas en parler, mais j'ai revu ça passer aujourd'hui. Du coup, je me suis dit, allez, on va en parler rapidement, à savoir que c'est quand même des informations à prendre avec des pincettes. On nous donne ici un nombre estimé de cartes graphiques vendues pour du mining sur le premier trimestre de l'année. On nous donne un chiffre comme ça, on nous donne 700 000 cartes qui ont été vendues pour du mining sur le premier trimestre de l'année 2021. Ça peut paraître énorme, c'est beaucoup, certes, mais en vrai, ça représenterait seulement 25% du nombre de cartes produites sur le premier trimestre 2021. Il y aurait eu donc 2 millions 800 000 cartes produites, et 700 000 auraient été vendues pour miner de la crypto-monnaie pour une valeur estimée de 500 millions de dollars. Le point intéressant dans tout ça, c'est que 25%, c'est pas tant que ça. En réalité, là où beaucoup de gens, moi y compris, pensaient qu'une majorité des cartes partaient pour miner de la crypto-monnaie, alors peut-être un peu moins maintenant, mais voilà, au moment où les cours étaient les plus hauts, je pensais qu'une majorité des cartes partaient pour miner de la crypto-monnaie. Visiblement, ce n'est pas le cas, en tout cas d'après ces informations données par JPR, que je ne connais pas, mais sûrement un organisme de recherche statistique influent. C'est pas non plus peu, 25%, mais c'est moins que ce que je pensais. Et il semblerait aussi qu'on soit sur une phase un peu descendante. Ça après, à voir, hein, mais que les mineurs s'équiperaient un peu moins. Peut-être aussi en fonction des cours, hein. Ça peut vite changer en fonction des cours des crypto-monnaies. Mais j'avoue que j'ai été vachement surpris, à savoir quand même que c'est un marché qui a connu des folies ces derniers temps. On est par exemple à 370% d'augmentation sur un an. Voilà. L'augmentation des prix de 70%. Donc voilà, plus 70% en termes de prix. On est encore sur des prix bien trop élevés et une disponibilité compliquée. Mais ça commence à changer, comme nous informe cette nouvelle. Petit graphe qui a été fait par un utilisateur de Reddit qui vient en permanence chercher les prix des cartes disponibles à la vente et les rentrer dans une base de données, ce qui nous donne un graphique assez incroyable avec du coup les différents modèles et du coup une courbe faite pour faire la moyenne. Selon cette courbe et selon ce graphique, on aurait passé le pic de prix sur les cartes graphiques. On serait ici, vous voyez, revenu dans
la descente de la courbe. Donc voilà, on espère que c'est vrai. On a vu quand même ces derniers temps des légères baisses de prix sur certains modèles. Alors pas tous, hein, pas encore tous. Et même ça dépendait des marques. Hein. On sait qu'il y a des marques qui ont toujours des prix très très élevés. Mais effectivement, il y a des petits signes ces derniers temps qui nous montrent qu'il y a une petite et légère tendance à la baisse. On est encore loin de retrouver les prix normaux et corrects qu'on devrait avoir, clairement. Ensuite, on a ASRock qui continue dans la même veine et qui nous explique qu'il y aura normalement une baisse des prix des cartes graphiques au second semestre de cette année. Alors, il faut savoir quand même qu'ASRock, ils sont plus que bien. Ils ont fait 17,88 millions de dollars de profit au premier trimestre de cette année. Donc, ils sont juste extra bien. Ils vivent leur meilleure vie. Et ils ont aussi des cartes qui sont à des prix très très élevés. On le verra à la toute fin. Ils ont notamment des 6700 XT qui sont à des prix insane et qui n'ont pas bougé depuis pas mal de temps. Et pour ça, je les aime pas trop. Donc voilà, ils ont fait une hausse de 39,7% par rapport au trimestre précédent et de 167% sur un an. Vous voyez, incroyable, hein, 370% pour les cartes graphiques, ils ont fait 167%. Ils ont... non, le marché des cartes graphiques a généré 12,5 milliards de dollars au premier trimestre 2021. 370% sur un an. 370%, c'est juste énorme. Et ASRock nous informe que l'offre des cartes AMD devrait s'étoffer dans les temps à venir, là où Nvidia a déjà commencé à un peu remettre les machines de prod en route et ça a l'air de revenir, les prix ont l'air de baisser un petit peu, aussi un petit peu du côté d'AMD, mais ils sont moins demandés. Il faut noter ça aussi, les cartes AMD sont moins demandées que les cartes Nvidia pour l'instant. Donc c'est aussi normal qu'on en voit un peu plus en stock. Hop, on regarde ce qui était disponible ce matin et notamment les 3070 Ti et 3080 Ti, 10 références qui ont été disponibles à des prix très élevés ici et ça me fait un peu pleurer des 3070 Ti à 1190 € et 1200 €, MSI et Aorus. Et pour les 3080 Ti, on a la première et la moins chère à 1790 € chez Zotac. Celle d'après, elle est directe à 1890. Hein. On est sur 100 € de différence entre les deux premiers prix. Et bon, ça monte jusqu'à très haut, hein, notamment avec la PNY à 2390 €. Aïe aïe aïe. Des prix très très élevés pour ces dernières sorties de chez Nvidia. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a eu aussi des prix un peu plus corrects. Bon, vous imaginez bien que celles-là ne sont pas restées en stock, malheureusement. Mais on est toujours sur des 3070 Ti. Et là, on se retrouve en dessous des 1000 €. Ça reste très cher pour une carte qui a été annoncée à 620 €, prix de la Founders Edition. Mais on est moins de 1000 €, 980 ici pour la Gainward et la Palette. Ça fait quand même un peu plus plaisir. Voilà, on rappelle, hein, 619 € la Founders Edition. C'est déjà un peu mieux que quasiment 1200. Hop, on finit vite fait avec ce qu'on a encore de disponible à l'heure actuelle. La moins chère, c'est une RTX 2060 de chez Asus à 610 €, bien trop cher pour cette carte, hein, ça fait mal. Ensuite, les 6700 XT qu'on a l'habitude de voir, avec maintenant de ces premiers prix qui sont en dessous des 900 €. 860 pour la MSI, tout juste en dessous des 900 pour la Power Color. La Asus qui est un peu plus chère à 930. Et voilà, cette ASRock et cette haute ASRock qui sont aussi des 6700 XT, mais elles sont tellement plus chères, 1180 et 1240. C'est trop cher. On voit comment ASRock a fait des gros bénéfices. On a ici une 3070 Ti de chez Aorus qui est encore en stock à 1200. Hein. Vous voyez, on a vu qu'il y en avait à moins de 1000 €. Celle-là, elle est à 1200. C'est pour ça qu'elle est encore en stock aussi. On a un seul modèle de 6800 XT, la Asus à 1300 €, ce qui est aussi très cher pour une 6800 XT. La 6900 XT, la moins chère, à 1770. On en a des bien plus chères. Celle-là, c'est vraiment la moins chère. Et après, on doit avoir des 3080 Ti et des 6900 XT,
3080 Ti à 1840 ici, la moins chère qu'on ait ici, la Gainward. Après 1890 pour la KFA2, 2170 pour la Asus ou 2190 pour l'autre Asus. La différence entre ces deux, c'est qu'il y en a une qui est overclockée d'usine et pas l'autre. Et vous voyez un d'autres modèles toujours plus chers. On a aussi des 3090, la Zota qui est toujours là et la MSI qui est de retour. La MSI qui est la carte la plus chère, vendue à l'heure actuelle sur Top Achat en stock à 2780 € pour cette 3090. Donc voilà, normalement des baisses des prix sur les cartes graphiques, mais ça va aller tout doucement. Malheureusement, il faudra attendre encore un peu pour retrouver des prix corrects, mais on espère, on croise les doigts et on croise tout ce qu'on peut. On touche du bois et tout ce qui peut nous donner de la chance pour retrouver des prix corrects sur ces cartes graphiques qu'on a bien envie d'acheter, hein, mais pas à ce prix-là forcément. Donc on attendra d'avoir un retour à la normale des prix. En tout cas, merci d'avoir regardé ce point actu hardware du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Comme d'habitude, je vous invite à faire des retours pour m'aider à progresser. Et voilà, on se retrouve demain pour le dernier point actu hardware de la semaine. Quant à moi, je vais aller sur Trackmania vite. Merci d'avoir regardé.